Et moi, je le disais, il fallait que Vittel laisse aller les choses jusqu'au bout. On vive, en effet, cette mesquinerie-là organisée, ces petits complots-là organisés, parce qu'il avait les moyens de défense. S'il estimait que ces moyens de défense étaient aussi pertinents, je pense que les pétitionnaires auraient manqué d'arguments. Moi, c'est tout ce que je lui dis. Il avait eu une occasion au Nord de démontrer que le problème ne se cachait pas derrière une gestion opaque ou quoi que ce soit, mais c'était en effet une lutte politicienne entre en effet deux alliés, ce qui peut arriver de manière naturelle. Sa démission nous a coupé l'herbe sous les pieds et maintenant là, tout ce qu'on va dire ne sera interprété que comme supputation ou analyse. Dommage. Comment alors entrevoir l'après-Caméré? Je crois que l'après-Caméré va se jouer au niveau de l'Union sacrée. Moi, d'abord, je conseillerais à Didier Caméré, c'est lui qui a écrit ce tweet, de stopper avec ce genre de pratique déjà. C'est très tôt et il va exposer Vital Caméré. Ouais. Ce que le président de la République va commencer à mal digérer et on risque de dégager maintenant une machine qui va... Caméré risque de se retrouver à la justice, même dans des petits dossiers, et il sera cloué. En cas où le scénario n'est pas encaissé par Vital Caméré, par l'Union sacrée, connaissant Vital Caméré, je crois qu'il va jouer à la passivité en ce moment. Parce que, moi je le disais l'autre fois, le problème, ce n'est pas vraiment que Vital ne soit plus président de l'Assemblée nationale. Le problème, c'est l'esprit derrière cette action d'avoir dégagé Caméré. Si l'esprit derrière, c'est de vouloir que le président de la République ne bouge pas, alors là, on va vers une guerre civile. Caméré, bon, effectivement, ça va lui coller à la peau parce qu'il y a lieu de s'inquiéter. Ouais. Est-ce que c'est tous tes alliés qui sont mauvais ou finalement c'est toi aussi? Parce que où en sommes-nous avec le procès François Béat? Il est acquitté. Ouais. Et maintenant, l'unique histoire qui reste dedans, c'est quoi? François Béat avait évoqué que le président mangeait beaucoup de foufou. C'est ce qui nous reste de cette histoire-là. Parce que le coup d'État, ça revient à quoi? Un seul individu de surcroît civil, il peut s'hasarder à faire un coup d'État? Pas du tout. C'est impossible. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antilles vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa.
Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Nenali Puta na wax de Maman Moussika Metoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moussika. Politiquement, la force du détail reste au cœur de l'actualité, mesdames et messieurs, pour vous informer, vous plonger dans l'immersion de l'actualité. Replomokatu du Congo, le grand sujet qui agite l'actu. Nous allons y revenir avec beaucoup plus de détails, visé par une pétition visant sa déchéance qui a été initiée par les députés de l'UDPS et d'autres formations sous pression depuis plusieurs semaines. Le désormais ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Wakaningini, a jugé défendable de rendre sa démission ce lundi au cours d'une plénière. Nous allons y revenir avec beaucoup plus de détails. Les pétitionnaires lui reprochent notamment une gestion opaque de fonds parlementaires et un manque d'alignement sur les priorités du pouvoir, plutôt que de faire face à un vote potentiellement humiliant. Le président de l'UNC, le partenaire du président Félix Tshisekedi, a donc préféré anticiper en remettant donc sa démission ce lundi. Je le disais, nous allons y revenir avec beaucoup de détails, nous poser la question qu'a-t-on contour de cette pétition qui est visée, mais aussi comment entrevoir l'après-Kamerhe. Bien entendu, restez avec nous jusqu'à la fin, car il y aura de quoi se mettre sous la dent. On parlera aussi de la situation volatile dans la partie orientale de la République du Congo, où le groupe rebelle M23 continue à faire sa progression de progrès vers la conquête de nouvelles localités et villes. Le samedi dernier, la localité des Zibira dans le territoire de Walungu est passée sous contrôle de M23 depuis le début de l'année. Le M23 ou l'AFC M23 soutenu par le Rwanda continue à s'emparer des villes stratégiques en janvier et février dernier. Goma et Bukavu sont passés à leur contrôle. Le combat s'intensifie malgré les appels au cessez-le-feu. Nous allons en décortiquer, parler des priorités. Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau les habitués du club qui ont fait l'amitié de répondre à notre invitation. On a d'une part Eli Mondonga. Comment allez-vous? Ça va, cher Gédéon. Excusez-moi. Vous avez un chat dans la gorge. Effectivement, je suis tout petit peu enrhumé. Je crois que c'est les changements des saisons qui est en phase d'intervenir. Je disais donc bonjour à vous,
Ah, j'aimerais te tutoyer parce qu'on se connaît, mon Jonathan. Sentez-vous à l'aise. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent, téléspectateurs comme internautes. Je suis très ravi de revenir pour intervenir autour des sujets d'actualité qui sont au cœur des préoccupations des Congolais. On espère qu'on aura un échange éclairant pour permettre aux gens de comprendre les méandres de ce qui se passe. Merci beaucoup. Vous allez faire un effort de libérer votre voix pour que vous soyez mieux entendu. Merci. On a Harry Chibalanga aussi. Il revient en ce mardi 23 septembre 2025. Comment allez-vous? La semaine passée, vous étiez là. On a réalisé une émission qui a fait carton plein. Les commentaires sont venus presque de partout. Comment sentez-vous? Quel sentiment vous anime à ce moment? Oh, ça va. Et d'abord, je salue Guy. Je crois que c'est la première fois qu'on parle avec vous. Et je salue tous ceux qui sacrifient leur temps à nous suivre et surtout à aussi joindre leurs commentaires. Parce que peut-être si nous sommes nous là, lisons volontiers leurs commentaires et suggestions. Oui, d'une part, nous sommes dans notre profession et de l'autre côté, on a juste le temps. Ça ne signifie pas qu'on est plus que ceux qui ne sont pas sur les plateaux, qui sont dans leurs différentes occupations, mais quand ils prennent aussi le temps d'écrire, c'est-à-dire c'est déjà ce partage-là dont nous avons besoin. Il témoigne d'un intérêt déjà de se compléter et de se rechercher encore davantage. En tout cas, merci à tous ceux-là qui ont sérieusement commenté, sinon qui ont l'habitude de faire autant que nous qui sommes sur les plateaux. Et vous qui commentez, donc nous sommes tous sur le même plateau. Allez, merci beaucoup. Je dois rappeler ici que nous lisons vos commentaires, vos suggestions. Parfois, quand vous essayez de nous remettre à l'ordre, eh bien, c'est avec beaucoup de sportivité que nous le prenons. Par exemple, la semaine dernière, il y a des gens qui m'ont reproché le fait de n'avoir pas mis ma veste. Et là, me voilà en tenue habituelle pour respecter la philosophie et l'esprit de ce grand magazine politique que vous appréciez tant. Nous allons sans tarder à aller à l'actualité. Vital Kamerhe qui était sous pression, visé par une pétition pour sa déchéance, plutôt que de faire face à un vote potentiellement humiliant, il a donc préféré rendre les tabliers. Il l'a dit à la plénière. D'emblée, une question directe. Est-ce un divorce consommé entre Tshisekedi et Vital Kamerhe ou une simple démission? Bon, sur la question de divorce, je crois qu'on a interrogé le président de la République là-dessus. Il a dit qu'il n'avait pas le pouvoir constitutionnel d'interférer sur le fonctionnement d'une institution. Quoi qu'il en soit, les garants de bon fonctionnement dans l'ensemble. Et ensuite, il a rajouté en disant qu'il n'a aucun problème en termes de partenariat qu'il a ou d'alliance qu'il a avec Vital Kamerhe, qu'il continue de le considérer comme allié. Maintenant, on va attendre la parole de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe. C'est lui qui va nous fixer si le divorce est consommé ou pas. Mais puisque c'est notre profession, notre travail, c'est quand même de circuler les couloirs pour entendre ce qui s'est dit. Il faut se dire que cette alliance n'est pas un bon enfant, n'est pas dans une ambiance bon enfant aujourd'hui. C'est vraiment une ambiance de « je t'aime moi non plus ». Parce qu'on sait aujourd'hui que voilà, l'UDPS a laissé quand même faire. Un mot d'ordre aurait pu venir du parti pour interdire cette pétition. Mais bon, les choses se sont passées comme elles se sont passées. On a vu que le secrétaire général de l'UNC a été voir celui de l'UDPS. Donc les sources du couloir disent que ce n'était pas non plus une conversation totalement conviviale. Donc les choses... assez nettes et claires ont été dites dans ces sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez les interventions, même Billy Kambale a tweeté récemment, placé à la restructuration du parti pour plus de terrain. Donc ça se sent que voilà, les relations ne sont plus aussi chaudes qu'elles étaient. C'était un coup politique qu'ils ont subi. On va attendre pour voir leur réaction. Mais moi, j'aurais aimé que le président... de l'Assemblée nationale se soit comporté un peu comme autrefois Mabunda s'était comporté. Parce qu'on lui a reproché des choses et il a eu le temps d'avoir les moyens de défense. Et nous, le peuple,
on aurait voulu avoir des conclusions nettes. Sur tout ce qu'on lui reproche. Sur tout ce qu'on lui reproche. Est-ce que forcément la gestion opaque a été démontrée par la commission? Les éléments que la commission a eus prouvent que voilà, il est responsable, coupable de ce qu'on lui reproche ou pas? Parce que là, sa démission, ça peut être traduit comme une fuite en avance. Il était déjà mêlé dans la sauce. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Si on les destituerait, mais au moins qu'on sache que voilà, ça a été fait au nom de ceci, au nom de cela. Pour vous, il aurait été mieux que Vital Kamerhe se batte jusqu'au bout. Bien sûr, se battre, ce n'est pas vraiment le mot que j'utiliserais, mais il aurait été exerce mieux. Ses moyens de défense. Effectivement, comme il avait déjà été devant la commission, il aurait été mieux qu'il exerce ses moyens de défense pendant la plénière et qu'on sache jusqu'au bout, est-ce que les pétitionnaires ont raison sur lui, au nom des accusations qu'on lui porte, ou c'est lui qui a raison au regard de tous les moyens de défense qu'il a présentés à la commission. Parce que là, il a démissionné, donc on n'aura plus droit au débat. Effectivement, on n'aura plus, je pense qu'on n'aura plus droit au débat. Et bon, moi, j'ai suivi, je n'ai pas été totalement... j'ai comme l'impression que la commission n'a pas eu suffisamment de temps pour mener une enquête approfondie. Je ne sais pas si la conclusion de cette commission a été présentée. Je n'ai pas personnellement suivi ça. Mais je pense qu'on doit avoir l'habitude dans ces pays d'en arriver au bout des enquêtes aussi. Au-delà de l'aspect politique de l'analyse de cette question, il y a l'aspect de la gestion qui entre en compte. Les députés disent de lui qu'il a une gestion opaque. Okay? Il s'est dit beaucoup de choses autour de sa gestion. Le peuple a le droit, au nom de la redevabilité. On a suivi des députés revenir sur cette question. Le dernier, c'est le député élu de Moba, Christian Mwando Simba, oui. Qui a fait une critique sur la forme. Qui a fait une critique sur certaines accusations formulées contre Vital Kamerhe, par exemple lorsqu'on lui reproche de l'opacité dans la gestion de fonds destiné à l'Assemblée nationale. Il dit, avant les vacances parlementaires, il y a eu un rapport qui a été jugé insatisfaisant. Mais à quel moment l'opacité a-t-elle été relevée plutôt? Oui, mais c'est ça des questions qu'on se pose. Parce que comme Mwando Simba le disait, il y a toujours un rapport qui est présenté. Bon, moi, j'avais même entendu l'ancien président de l'Assemblée provinciale dire que voilà, les comptes rendus des anciennes plénières ne sont pas lus, ne sont pas validés. Bon. Et tous ces points-là, toutes ces accusations, on aurait dû le mettre en lumière. On aurait dû... Parce que l'Assemblée nationale, c'est quand même la représentation directe du pouvoir du peuple. Donc ce qui s'y passe intéresse énormément la population. Il fallait qu'on mette en place. Parce que là, maintenant, la page va être fermée comme ça. Bah, il ne restera dans la tête des gens que l'aspect politique de la chose. Or, il y a un aspect, à mon avis, plus important qui touche à la gestion. Vous savez qu'on a un problème de gouvernance depuis des décennies, depuis des générations politiques. Donc, une question de gouvernance et de gestion, à mon avis, aurait dû subir plus de rigueur que ça et plus de clarté que ça, ne serait-ce que pour le bonheur et la clarification au niveau de l'opinion. Bon, la démission, c'est une décision personnelle. En plus, il a démissionné pour des raisons de convenance personnelle. Mais je pense que sa démission est venue couper court à un appétit populaire autour de cette question. Il n'a peut-être pas voulu... Parce que moi, je ne vois pas d'humiliation là-dedans. C'est aussi de la démocratie. La démocratie soumet à cet exercice d'opposabilité. Et que, voilà, que les meilleurs argumentaires devra toujours gagner. Sa démission, dans un tel contexte, ne vient pas révéler que la messe était déjà peut-être dite pour lui. Mais ça, c'est sur un niveau politique. On peut faire cette analyse sur un aspect politique pour dire qu'aujourd'hui, il n'est plus en odeur de sainteté avec son partenaire UDPS, avec qui il a, n'oublions pas, qu'il a un contrat, ou je veux dire un accord du Kenya qui les lie. Aujourd'hui, de plus en plus on avance, de plus en plus on en sait un peu plus. Donc, nous allons parler de l'accord dans le contexte actuel, la configuration actuelle, si l'accord de Nairobi tient toujours. Effectivement. Mais là où moi je dis, ça c'est un aspect politique qui peut intéresser la presse que nous formons, les politiciens qui sont... Mais la gestion de l'institution intéresse ceux qui ont mandaté les députés et les autres qui sont là-bas.
Moi, je pense que sur la question de la gestion, il faut un approfondissement. Parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Par exemple, on prend l'intervention de l'honorable Mwando Sima. On penserait que, voilà, il n'y a pas de matière à reprocher à Vital Kamerhe et que normalement, cette destitution ne devra pas avoir lieu. Même quand on parle du blocage des initiatives parlementaires. Oui, on prend toutes les critiques autour de la forme. Que la pétition a été signée par des gens qui ne sont pas députés et tout ça. Il y a quand même eu, à mon avis, une procédure qui n'était pas conforme. On aurait aimé savoir tout ça que rester, parce que là, on est vraiment bloqué sur un seul aspect qui n'est qu'un aspect politique. Et ça, c'est très malheureux parce qu'on politise énormément l'opinion publique. Et ce n'est pas bien parce que la politique, l'opinion politique, c'est toujours pour des raisons de temps en temps qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Moi, je pense qu'on aurait dû clarifier suffisamment autour de la gestion, qu'on sache si ce qu'on lui reproche est vrai. Et l'opinion, par moment, est gagnée par tout le brouhaha que font nos politiciens. Dommage. Bien avant que Christian, Henri Tchimbalanga ne prenne la parole, on va suivre la réaction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la démission, en rapport avec la démission du désormais ex-président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement, mais ce n'est pas à moi en tout cas de le dire à ce stade. Voilà, la réaction du président de la République, Félix Tshisekedi, au sujet de la démission de l'ancien président Vital Kamerhe et on ne peut plus clair, mais au sein de l'opinion, ça suscite une levée de boucliers. Et il y a le confrère et écrivain Patrick Mbeko qui a réagi à ces propos. Il dit « Un homme intègre ne saurait manier les mensonges, voire la fourberie, avec aisance, car celui-ci suppose un esprit double, toujours prêt à travestir la vérité. » Félix Tshisekedi croit-il vraiment en ce qu'il dit, lui qui a piloté en sous-main la démarche de mise à l'écart de Vital Kamerhe? Pense-t-il que les autres sont des imbéciles heureux qui ne comprennent pas ce qu'il fait? Sait-il que la gestuelle trahit souvent nos émotions réelles ou notre sincérité? Réalise-t-il simplement que sa gestuelle, tout comme l'articulation de ses propos, les trahit? Ça, c'est Patrick Mbeko. Et, on va revenir à ce qu'a dit
Didier Caméré tout à l'heure aussi. D'abord, au sujet de la réaction du président de la République. Qu'en pensez-vous? Les présidents s'en disculpent. A-t-il bien raison de les faire? Ou vous adhérez à l'opinion selon laquelle il aurait mené en sommet la démarche de mise à l'écart de Vital Caméré? Merci bien. Je crois qu'il y a bien de choses. Moi, je pense que Vital Caméré, un peu contrairement à ce que Elie disait, il a raison de décider de déposer sa démission. D'abord, qui est celui qui lance la pétition? Bindoulé, qui actuellement est sous le drapeau de l'UDPS. Est-ce qu'un député de l'UDPS peut-il attaquer l'unique, parce qu'en réalité, l'unique allié de Tshisekedi, c'est Vital Caméré. Les autres ne sont venus que quand on l'a vu être président de la République. D'ailleurs, Vital l'a dit dans son intervention au bureau de l'Assemblée nationale, que je me réjouis de voir que c'est tout le monde maintenant qui vient, qui croit aussi en ce que moi seul j'avais cru. Ça, c'est dingue. Parce qu'effectivement, il était le seul. Il a vu en Tshisekedi ce que les autres ont vu après. Oui. Donc aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont vu ce que voyait Caméré en ce temps-là, qui viennent maintenant pour le déboulonner. Je pense que, déjà un premier élément, Bindoul est sous les drapeaux de l'UDPS. Donc, est-ce qu'un député de l'UDPS pouvait-il s'attaquer à l'allié de Félix Tshisekedi, l'autorité morale de l'UDPS? Nous pouvons l'appeler l'allié vital. Oui, sans pour autant en avoir la permission. Si pas de Félix Tshisekedi, mais du moins du secrétaire général de l'UDPS. Je ne pense pas. Deuxième élément. Qui a dirigé cette commission-là? Peter Kazadi. Membre de l'UDPS. Au cadre de l'UDPS. Alors ça rassemble le tout. Et je pense qu'au-delà d'une confrontation qui serait, du point de vue, qui serait, je dirais, sur base des éléments d'à côté, Vital Caméré a fait 2 tours. Il est rentré chez lui pour revenir le jour d'après, déposer encore ses justificatifs, notamment les rapports. Là, c'est maintenant des versions officielles. Lesquels rapports tout député en était déjà au parfum sur la gestion. Rien n'a été signalé que c'était opaque. Alors, comment les dire de ces mêmes députés-là viendraient à surclasser un rapport officiel? Donc, les députés devraient commencer d'abord par s'attaquer à ce rapport-là. Au rapport officiel qui a été rendu. Au rapport officiel. Donc, si on doit d'abord s'atteler à des principes. Vous savez, on ne doit pas donner l'impression que la RDC est un pays qui fonctionne de façon anormative. C'est la moindre des choses. Nous voulons des investisseurs. Mais quand ils voient ce qui se passe, regardez la réaction du président de la République. Qui dit qu'il n'y est pour rien, sur sa démission, ainsi de suite. Et lui, il n'a pas mot à dire là-dedans, parce qu'il est le garant de bon fonctionnement. Mais quand vous évoquez les principes, mais les actes devraient beaucoup plus suivre. Quelle est la loi qui lui permettrait, lui, d'aller diriger le congrès d'une plateforme politique en tant que chef de l'État et à annoncer même des décisions en tant que président de la République? C'est quelle loi? Ça, c'est plus flagrant que jouer son devoir d'arbitre du bon fonctionnement des institutions. Ça, c'est une méthode. Ça me rappelle le maréchal Mobutu. Il disait que non, on lui pose la question de savoir, mais il semble que quand vous avez eu langue avec Étienne Tshisekedi, pendant que vous étiez malade là-bas en France, vous vous êtes convenu que lui prenne la primature pour essayer un peu d'amorcer un peu la tension. Il dit non, c'est faux. Il envoie Ngwanda pour aller démentir au motif que la Constitution ne lui donne pas ce pouvoir-là de choisir un Premier ministre. C'est plutôt à la famille opposée, donc l'opposition, de lui donner un Premier ministre.
Mais plus tard, le même Mobutu, quand il revient, on lui dit, mais, et on lui pose une question. Et si l'opposition, vous choisissez, choisissez Etienne Tshisekedi? Il dit, je dis non. On me donne un autre nom. Le journaliste repose encore la question. Et si on vous donne toujours le nom d'Etienne Tshisekedi, je dirais encore non. Mais en ce moment-là, lui qui a dit, la Constitution ne me donne pas le pouvoir d'aller choisir le Premier ministre. Maintenant, dans les actes, il dit non au nom de Tshisekedi. Non, mais comment alors? C'est ça, cette politique-là de félin, c'est-à-dire attaquer dans le dos. Est-ce la fin de l'alliance stratégique entre les deux? Je pense que Vital Kamerhe a été très prudent parce que c'est lui qui détient toutes les manettes. Vous savez, la politique, de fois, a toujours la facilité de contourner. J'ai toujours dit que l'Union sacrée est un levier politique aux mains de Félix-Antoine Tshisekedi en tant que président de la République. Ce levier politique-là lui donne toutes les manœuvres possibles de vous faire sauter. Mais regardez seulement... Déjà, à ce titre-là, donc, vous voulez dire que bien qu'on prône la séparation de pouvoir, le président dispose néanmoins de plusieurs leviers d'action pour équilibrer ou pour arbitrer. Tout à fait. Et sans prendre parti sur le fond du conflit, il peut rappeler les uns et les autres à la responsabilité. Tout à fait vrai parce que il dit ici qu'il y a eu un mot d'ordre pour que la rentrée soit apaisée. Mais dès lors que vous avez maintenant ce que autrefois André Mbata qualifiait de du jamais vu sous l'époque de Kabila, où vous avez toutes les institutions sont en une plateforme politique et avec pour autorité morale le président de la République. Là, il parlait de Kabila. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement ni plus ni moins. Bonnet blanc, blanc bonnet. Et dans ça, regardez même quand ils allaient là-bas, tout le monde est obligé de porter les effigies de Félix-Antoine Tshisekedi. Ça dit tout, c'est un ordre. Si vous y allez sans effigie là, eh bien vous allez sauter de votre fauteuil. Et vous allez sauter par quel mécanisme? C'est par ce levier politique qu'est l'Union sacrée. Quand Félix Tshisekedi déclare que qui peut m'interdire, moi, le garant de la nation, pour changer la Constitution? Est-ce que la Constitution elle-même lui donne ce pouvoir-là en tant que garant? Vous comprenez? Donc, nous sommes devant une situation. C'est pourquoi moi, j'ai dit que Vital Kamerhe a raison, ayant compris, ayant épuisé les manœuvres politiciennes. Il a cru à un certain moment que je suis son allié. Il est allé vers lui. Ils ont parlé à deux. Je ne voudrais pas reprendre les versions d'ailleurs. Mais je crois qu'il en a eu l'assurance. Il envoie son CG. Il est allé voir son homologue de l'UDPS. Et rien n'a changé. Et il constate que la messe peut-être était déjà dite. Et c'est comme ça que Elie Mondonga a dit qu'il était préférable pour lui de rendre l'État billet. Attention, bon, il y a une chose, non? Elie a soulevé un point. Le peuple congolais avait besoin d'en savoir un peu plus, qui est débat. Mais dès lors que la commission n'a pas pris en compte les rapports officiels, ça disait tout. Politiquement, Kamerhe a compris que, cette commission cautionne la pétition, malgré quand quelqu'un, il vient la première journée, pendant 5h30, sûrement qu'il leur a dit, voilà, j'ai des rapports officiels. Et il a dit ça. Il est allé, il revient le jour d'après. Mais la commission ne prend pas en compte les rapports officiels. Donc vous agissez sur base de quoi? D'autre chose que ce qui est dûment officiel. Il a dit avoir déposé 3 documents. Mais alors, donc, on a balayé. Il ne pouvait comprendre que, voilà, donc, c'est la décision qui vient d'en haut. Parce que, et le pétitionnaire attitré Bindoulé, sous les drapeaux de l'UDPS, et le président de la commission, Peter Kazadi, ça voudrait dire, eux, ce sont eux qui ont le véritable mot d'ordre. Ils ne peuvent pas œuvrer en électron libre. On sait comment ça fonctionne à l'UDPS, avec leur principe de Tosa Obika. Quel est ce député-là qui va se dérober des griffes d'Augustin Kabouya? Ils ont tout fait. Même les Gekobéa, ils ont tout fait. Ils sont allés même au mausolée d'Etienne Tshisekedi, revendiquant avec tous les combattants, avec les tissus rouges comme Jean-Pierre Bembala, comme des féticheurs, que voilà,
les 3 cas doivent partir, principalement Kabouya, Kabombo Mwadianvita et Peter Kazadi. Cette décision a été battue en brèche par le président de la République. Moi, je suis... Ça voudrait dire que, ça voudrait dire que quelque part, ça fonctionne comme ça à l'UDPS. Donc, que ce soit la volonté de cette population même de l'UDPS, mais n'a pas rencontré la décision de Félix Tshisekedi, eh bien, Kabouya reste jusque-là à la tête de l'UDPS. Vous comprenez? Donc, je pense que Vital Kamerhe a eu suffisamment de temps. Kabouya reste à la tête de l'UDPS malgré la décision de la convention démocratique du parti. Donc, si Kabouya reste, c'est par la volonté de l'autorité morale. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas plus puissant que ça, c'est lui. Parce que si Kabouya est encore président intérimaire, en dépit de tout ce qui est normal, parce qu'il n'existe jamais de disposition qui puisse ordonner une fonction intérimaire de plus d'1 année, plus de 2 ans. Non, c'est-à-dire il y a le président attitré qui garde sa présidence, mais il te laisse là intérimaire jusqu'à ce que lui dira mot où reviendra. Donc, je crois que c'est ça les normes. Mais à qui profite de toutes ces guerres intestines, que ce soit au sein de l'UDPS ou au sein de l'Union sacrée, où visiblement on assiste à une guerre de tranchées pour 2028. Est-ce une stratégie politique d'affaiblir le potentat, le poids lourd ou les présidentiables? Vous voyez les choses dans ce sens en 1 minute? Il faut savoir que Mobutu aussi faisait toujours ce genre de méthode. Hein. Il vous divise. Vous êtes dans la même famille politique, mais il vous divise. Vous ne collaborez plus. Et chacun vient accuser chacun auprès de lui. Mobutu le faisait. Et à un certain moment... On le fait dans quel objectif? Contrôler tout le monde. Tout le monde pour rester le seul maître à bord. Parce que regardez, dans l'Union sacrée, on voyait clairement que après Félix Tshisekedi, selon d'abord leur convention, parce qu'il n'était qu'à 2. Donc l'UDPS n'aura qu'à soutenir la candidature de Vital Kamerhe. Et d'ailleurs, moi je ne trouve pas bien, je n'apprécie pas au final cette façon du président de la République de réagir quand les choses sont déjà foutues. Souvenez-vous, il avait attendu encore que Vital soit condamné pour lui-même révéler que j'ai fait par la suite mes propres enquêtes et j'ai trouvé que c'était juste pour salir Vital Kamerhe. Il n'y était pour rien et le projet 100 jours a été réalisé à 93%. L'interview est là, sur Congo, sur Top La vidéo existe. Mais pourquoi d'abord laisser l'homme qui porte jusqu'à ce jour, et il est le grand voleur des 100 jours? Qu'est-ce que ça sous-entend? Alors que dans le cas de Nicolas Kazadi, il a intervenu avant. Voilà, ça sous-entend qu'il faut diminuer tous les potentiels partenaires il faut qu'ils soient diminués, que je reste le seul maître à bord, comme ça, je n'ai personne qui puisse me faire ombrage. C'est ça aussi le félin. C'est comme ça que le maréchal faisait. Quand vous haussez le ton, les martyrs de la Pentecôte, c'était quoi? C'était juste que les sénateurs Kimba et autres, ils ont été les premiers à hausser le ton pour dénoncer la gestion de Mobutu. Alors pour que personne d'autre ne vienne encore ou que ce genre de mouvement ne puisse s'élargir, il lui fallut instaurer maintenant la terreur par la pendaison de ces 4-là. Et malheureusement, le concepteur de cet acte-là, là je fais appel à l'interview du maître Jean-Joseph Mukendi Omulumba, heureuse mémoire, qui est un grand membre de l'UDPS, qui avait dévoilé ça sur Top Congo FM. Il a qualifié ça de épine sur les roses. C'était un Tshisekedi. Allez, maintenant là, nous, peuple, nous restons sur notre soif quant aux accusations formulées contre Vital Kamerhe. Là, je rejoins Elie Mondonga pour dire on aurait bien voulu qu'il y ait débat pour que la vérité soit dite ou que la lumière soit faite autour de cette pétition, de toutes ces accusations. Alors, cela n'étant pas fait, quelle serait la raison véritable de la mise à l'écart de Vital Kamerhe après avoir suivi Henri Tshimbalanga
Et est-ce la guerre des tranchées pour 2028 Il s'invite déjà, ou ses positions, ou ses désaccords sur la gouvernance générale du pays, ou ses ambitions pour 2028, parce qu'il y a même Didier Camere qui a réagi, il dit enfin libre, bien que nous les ayons remis ces sièges par recours à la sagesse des Salomon, nous préparons déjà à notre prochaine bataille existentielle, car leur véritable cible n'était pas la personne du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, mais bien les présidentiables gênants de l'Est. Merci pour cette question. Permets-moi que, avant de venir à la question, parce que j'ai vraiment une réponse réfléchie là-dessus, que je réagisse tout à ce que cher Henri disait tout à l'heure. Je suis totalement d'accord avec son analyse, qui d'ailleurs est très pertinente et avec les mots justes et très poussés. Le seul reproche que je fais à Kamerhe, c'est de n'avoir pas voulu, lui, rentrer dans la bataille pour démontrer, en effet, la mauvaise foi de l'UDPS. Quand vous parlez dans le couloir avec tous les partenaires de l'UDPS, il n'y en a aucun, je pèse mes mots, il n'y en a aucun qui est d'accord spirituellement et idéologiquement, même dans la façon de faire avec elle. Tout le monde dit que les méthodes de l'UDPS, c'est des méthodes à la limite gangstéristes. Tout le monde. Et moi, je le disais, il fallait que Vital laisse aller les choses jusqu'au bout. On vive, en effet, cette mesquinerie-là organisée, ces petits complots-là organisés, parce qu'il avait les moyens de défense. S'il estimait que ces moyens de défense étaient aussi pertinents, je pense que les pétitionnaires auraient manqué d'arguments. Moi, c'est tout ce que je lui dis. Il avait eu une occasion au Nord de démontrer que le problème ne se cachait pas derrière une gestion opaque ou quoi que ce soit, mais c'était en effet une lutte politicienne entre en effet deux alliés, ce qui peut arriver de manière naturelle. Sa démission nous a coupé l'herbe sous les pieds et maintenant là, tout ce qu'on va dire ne sera interprété que comme supputation ou analyse. Dommage. C'est le seul reproche que je lui fais. Sinon, son analyse est pertinente. Je crois qu'il a eu les éléments suffisants pour se dire que c'est des Louis qu'on ne voulait plus. Alors, je reviens à la deuxième question. Est-ce que c'est pour la lutte présidentielle de 2028 ? Moi, j'ai deux scénarios. D'abord, le premier constat, vous allez remarquer que si l'UDPS ou le président de la République, on va le dire clairement comme ça, veut investir Kamerhe au nom de sa capacité à être candidat en 2028, il y a une autre question qui se pose. Quelle est la vision ou quel est le regard de Félix Antoine Tshisekedi pour 2028 ? Parce qu'il aurait consommé son temps constitutionnel. Normalement et logiquement, Kamerhe ne peut pas être un danger pour lui. Au contraire, lui doit être un soutien pour Kamerhe parce que ces derniers a entendu qu'il fasse ses deux mandats et au nom de leurs accords de Nairobi, c'est tout à fait naturel qu'il les soutienne. Et si l'UDPS considère que Kamerhe est un adversaire, alors l'UDPS serait dans un agenda, soit des changements de constitution pour que le président de la République se représente à nouveau, soit dans un agenda de glissement. C'est cela le dossier de carte. Ah oui, c'est une réflexion logique. C'est une réflexion logique. Et cette logique-là tiendrait de quoi ? Je l'ai dit encore une fois, je le redis sur ce plateau. Moi, quand la CENI a dit que le président de la République a gagné avec 73%, j'ai eu plus d'inquiétude. À l'époque, permettez-moi de dire ça, parce que je vous ai suivi. Oui. À l'époque, vous aviez dit que le président de la République aurait une tâche difficile. Il aurait du pain sur la planche au regard du vote populaire qu'il a récolté à l'issue de l'élection présidentielle de 2023. Effectivement, parce que... Aujourd'hui, les faits vous semblent donner raison ? Effectivement, aujourd'hui, j'ai raison, parce que la structure électorale chez nous est une structure communautaire et ethnique. Ça veut dire que quand tu gagnes à ce niveau-là, tu as autour de toi tous les leaders de tout le coin. Mais ces leaders-là de tout le coin, hier, c'était tes opposants. Ça veut dire que l'Union sacrée... Il faudra savoir les gérer. Bah oui, ça veut dire que l'Union sacrée était déjà un conglomérat d'amis et d'ennemis. Donc c'était déjà... On rentrait là déjà dans une constitution des batailles.
Je l'avais dit que le deuxième mandat du président de la République sera son mandat le plus difficile. Parce qu'il a fait alliance avec tout le monde. Il a voulu, en fait, démontrer sa légitimité en prenant tout le monde. Vous prenez à ça tous ces gens qui ont quitté Kabila et tout ça, qui hier ne voulaient absolument pas de lui, aujourd'hui sont devenus amis à lui. Et vous allez comprendre que dans cette alliance-là, permettez-moi de le dire, d'ambition, le seul élément qui maintient l'unité, c'est la légitimité du président. Ça veut dire qu'une fois qu'il n'est plus là, l'union sacrée n'a plus aucun sens. Et l'appétit énorme des politiciens, la gloutonnerie des politiciens, leur pousse dans une logique de dire, écoutez, si tu veux que l'union sacrée reste et que nous continuions dans cette lancée, il va falloir trouver les moyens pour que tu restes. Parce qu'en dehors du président de la République, personne d'autre ne sait construire l'unité pour l'union sacrée. Et cette réflexion-là est dangereuse. Parce qu'on a déjà vu qu'il y a quelques mois de cela, l'intention de changer la Constitution n'était plus qu'une discussion de salon. Le président de la République l'a dit plusieurs fois qu'il avait l'intention de changer la Constitution. Et on est en Afrique. Quand le pouvoir change la Constitution, ce n'est pas que pour des bonnes raisons. Ce n'est pas que pour des raisons juridiques ou sociales. C'est notamment pour des raisons politiques, surtout la durabilité des mandats, les nombres de représentations et de représentativités et tout ça. Et ça fait que je suis sûr que l'Union sacrée est déjà dans une réflexion comme quoi il faut voir l'après 2028, comment soit le président de la République aura la possibilité de se représenter, soit il aura la possibilité d'avoir un glissement, mais en tout cas, il faut qu'il reste encore. Permettez-moi de vous relancer. Non, mais permettez-moi, j'en viens au deuxième scénario. Oui, deuxième scénario. Toujours dans la même logique. Si on est dans la logique que le président de la République doit soit se représenter en 2028 ou rester, le président de la République a intérêt, en ce moment-là, donc l'Union sacrée a intérêt à réussir les dialogues. À réussir les dialogues. Parce qu'il faut savoir... C'est qu'il n'est pas encore une option prise. C'est qu'il n'est pas encore une option prise. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si demain on va au dialogue, la partie la plus difficile, c'est la partie militaire. Qu'il essaye tant soit peu de résoudre avec Doha. Mais bon, tous les analystes aujourd'hui disent que Doha n'accouchera que d'une petite souris. Mais aujourd'hui, pour que le président de la République obtienne soit de glissement, soit qu'il obtienne un changement de la Constitution, il faut qu'il réussisse les dialogues politiques. Mais en face, quel est le poids politique en face de lui qui peut lui donner, le crédit ou l'assentiment populaire pour réussir ses coups? Il n'y en a pas. Ne serait-ce qu'en termes de poids politique. Moïse Katumbi n'est plus au pays. Son parti ne représente plus grand-chose au sein de l'opinion. Martin Fayoul, on sait qu'il s'est beaucoup effrité. Donc aujourd'hui, s'il décide, il dit, bon, ok, d'accord. C'est plus le même Martin Fayoul de 2018. C'est plus le même Martin Fayoul de 2018. Aujourd'hui, s'il décide de discuter, d'organiser un dialogue politique, d'admettre qu'il y a une crise politique et d'appeler un dialogue politique, l'Union sacrée a quasiment tout le poids politique et ça ne sera pas crédible. Donc, il faut peut-être jouer à un jeu politique, créer et façonner ce qu'on appellerait un faux opposant. Mais entre-temps, le défi de la gouvernance reste au cœur du débat, je dois le rappeler, mais à partir de l'instant où on met à l'écart des alliés stratégiques, à l'instar de Vital Kamerhe, qui ont donné un soutien indéfectible fort pour l'élection, même la réélection du président Félix Tshisekedi, que restait-il alors de l'Union sacrée? Est-ce que l'âme de l'Union sacrée existait-elle encore? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je suis en train de dire, je vous rappellerai un fait. Le dialogue de la Saint-Sylvestre. À l'époque, la stratégie politique était que, bon, on n'a pas l'argent pour organiser les élections. Il faut trouver un stratagème politique pour prolonger la légitimité du président de la République, qui n'est plus constitutionnel. On a été voir Etienne Tshisekedi, il a dit niet, je ne le ferai pas. En tout cas, pas dans les conditions qui se présentent. Mais qui a accepté de le faire? Vital Kamerhe, qui était 3e aux élections de 2011, qui a pu réunir autour de lui d'autres opposants
Et vous avez vu que l'accord de Saint-Sylvestre a produit un gouvernement d'union nationale qui a donné une forme de légitimité à la Kabylie à l'époque. Alors moi, je me dis, est-ce qu'on ne serait pas dans un scénario bis, dans ce sens-là, que Vital Kamerhe accepterait peut-être de sortir du bateau pour aller faire diversion, question que si jamais demain, le président de la République, qui refuse de parler avec Nanga politiquement, qui refuse de parler avec Joseph Kabila politiquement, veut parler avec les autres parce qu'il n'a pas l'intention ou il n'a pas la possibilité d'organiser les élections, il peut évoquer le contrôle des Goma, enfin du Nord et du Sud Kivu. Kamerhe serait opposant plus crédible aujourd'hui aux côtés de Fayulu et de l'ancien de l'UDPS, comment il s'appelle? Opposant plus crédible. Bah oui. Regardez quel élément. Parce que regardez, si Kamerhe aujourd'hui va à l'opposition, il va partir avec Pacte. D'accord? Qui vaut une centaine de députés. Si vous l'associez avec une vingtaine de députés... Mais on sait comment ça se passe, tous ces députés peuvent être débauchés. Oui, mais je suis dans un scénario... renforcer les rangs de la coalition au pouvoir. Je suis dans une réflexion où ce serait un scénario de l'union sacrée. C'est ça ma deuxième réflexion. Parce que je donne des scénarios. On est des analystes politiques. Je me dis, peut-être que ça peut être un coup politique également, encaissé par Kamerhe. On dit, bon, ok, d'accord. Voilà, on ne saura pas organiser les élections sans les Kivu, qu'on ne peut pas récupérer militairement, mais il faut trouver le moyen pour que le président de la République obtienne un peu de temps, par exemple. Le moyen aujourd'hui, ça serait de rendre l'opposition plus crédible, plus pesant. Si Kamerhe rejoint l'opposition avec une centaine de députés, on crée une forme d'équilibre au niveau de l'Assemblée nationale. Et si, par exemple, cette opposition-là commence maintenant, et pendant 2 ans, en 2028, on dit, bon, ok, d'accord, il y a une crise politique, et de toute façon, le président n'a plus la majorité écrasante et compagnie, on va faire un dialogue. Kamerhe peut avoir la capacité de réunir autour de lui Martin Fayulu, Jean-Marc Kabound, et tout le reste qui reste, ils vont discuter avec le président de la République. Et le président de la République, en ce moment-là, discutera en homme fort, parce qu'il va dire, bon, écoutez, on ne peut pas organiser les élections sans l'Est, il faut voir comment discuter avec ces gens-là, mais en attendant, comme on est déjà en 2028, je ne peux pas faire autrement. On organise un gouvernement d'union nationale, on réinterprète l'article 74 de la Constitution, on est le schéma. Il gagne du temps. Pendant lequel il va peut-être voir dans quelle mesure discuter avec les gens de l'opposition armée ou je ne sais. Et au cas où le scénario ne serait pas orchestré par l'Union sacrée, restons sur le tweet de Didier Kamerhe. Oui. Quelle trajectoire prendrait Kamerhe en 1 minute rapidement? Au cas où le scénario n'est pas encaissé par Vital Kamerhe, par l'Union sacrée, connaissant Vital Kamerhe, je crois qu'il va jouer à la passivité en ce moment. Parce que, moi je le disais l'autre fois, le problème ce n'est pas vraiment que Vital ne soit plus président de l'Assemblée nationale. Le problème c'est l'esprit derrière c'est cette action d'avoir dégagé Kamerhe. Si l'esprit derrière, c'est de vouloir que le président de la République ne bouge pas, alors là, on va vers une guerre civile. Parce que je vous expliquais l'autre fois que l'opposition armée aujourd'hui ne sait pas avancer au nom de la légitimité du pouvoir de Kinshasa. On peut tout dire. Le président de la République a été voté, les institutions sont légitimes. Mais si on dépasse les caps de 2028, alors on rentre dans une jungle. Parce que la légitimité constitutionnelle va tomber dans une circonstance où la puissance militaire fait encore débat. Je me refuse de dire qu'elle est faible. Dans une circonstance où le social n'est pas... au beau fixe n'est pas normal, où les gens se plaignent, où les gens vivent difficilement. Si on arrive dans des conditions à rajouter à la crise sécuritaire une crise politique, on connaît l'histoire. En 1965, c'était parce qu'il y a une crise sécuritaire, ensuite une crise politique, comme Mobutu est arrivé au pouvoir. En 1997, c'était parce qu'il y a une crise sécuritaire et ensuite une crise politique dans les années 90 que Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir. Vous prenez les mêmes causes, qui produisent les mêmes effets. Si on arrive à ces mariages-là de la crise politique et de la crise sécuritaire, je ne serai pas prophète parce que la suite est connue. Donc, si ce n'est pas un scénario de l'Union sacrée, je pense que la réflexion dans laquelle, l'esprit dans lequel serait l'UDPS aujourd'hui,
tellement dangereux. Moi, je redoute et je crains pour l'avenir du pays d'ici les 3 années qui arrivent. Et je conseillerais vraiment au président de la République ou à l'IDPS de ne pas se permettre qu'on arrive en 2028, quoi qu'il en soit, sans la possibilité d'avoir les élections. Ça va tellement légitimer la rébellion, ça va tellement légitimer ceux qui sont à l'Union sacrée, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec les méthodes, par exemple, de l'UDPS, qu'on va rentrer dans tout et rien. Et on connaît comment est-ce que ça finit quand on rentre dans tout, dans rien. Il y a toujours un retour militaire au pouvoir. Et moi, je n'en veux pas parce que ça nous recule. Merci beaucoup. Henri Tchimbalanga, comment alors entrevoir l'après-Caméré? Je crois que l'après-Caméré va se jouer au niveau de l'Union sacrée. Moi, d'abord, je conseillerais à Didier Caméré, c'est lui qui a écrit ce tweet, de stopper avec ce genre de pratique déjà très tôt, et il va exposer Vital Caméré. Ouais. Parce que le président de la République va commencer à mal digérer et on risque de dégager maintenant une machine qui va... Caméré risque de se retrouver à la justice, même dans des petits dossiers, et il sera cloué. Et les secrétaires, tout à fait. Juste pour vous compléter, les secrétaires généraux de l'UNC a pris un tweet, c'est vrai, c'est pas semblable, mais quand vous pénétrez l'esprit, c'est pas très loin du tweet de Didier Caméré, parce que lui aussi, il dit, c'est le temps de restructurer les partis pour plus de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire, plus de terrain? Bon, plus de terrain, là, peut-être ils visent leur visibilité. Il faut aussi comprendre qu'ils étaient un peu en panne de stratégie sur le plan de communication, c'est zéro. Avec l'UNC. Moi, d'ailleurs, une fois, je me souviens, j'étais parti là-bas voir Billy Kambale pour prendre rendez-vous avec lui, question de tourner un certain magazine. Bon, il m'a donné des rendez-vous, mais je ne sentais pas que l'UNC était dans cette option-là. Si aujourd'hui, ils se réveillent pour faire le terrain, bon, c'est bon pour eux. Mais sinon, vous savez, si 2028, il y a des éléments que il y a soulevés, je suis tout à fait d'accord avec. Si aujourd'hui, ce qui tient à la présidence de Félix Tshisekedi, c'est bien le mandat qui court. Mais en 2028, il y aura autre chose. Parce qu'à la Saint-Sylvestre, ce n'était pas tout à fait Caméré qui a fait que nous puissions bien atterrir. Mais Étienne Tshisekedi, qui n'en voulait pas, a été convaincu par la Senko qu'on est en train d'insulter aujourd'hui et diabolisé par l'UDPS. C'est la Senko qui a convaincu Étienne Tshisekedi parce que lui, il a vécu dans les mains des prêtres catholiques. Jusqu'en ce moment-là, son secrétaire particulier, c'était toujours un abbé. Ce sont eux qui l'ont convaincu d'accepter d'aller au dialogue avec Joseph Kabila. Et c'est de là c'est ainsi qu'on lui a donné, en tant que personne d'Étienne Tshisekedi, le poste de Sensa. Parce qu'on supposait que lui, il a la facilité de rappeler tout le monde à l'ordre. C'était un vieux en qui tout le monde avait du respect. Oui, donc mais on ne sera pas dans le même scénario. 2028, on a une opposition qui a une autre origine, qui a bien de choses là-dessus. Il y a quelqu'un qui est déjà dans l'opposition, qui a été président de la République pendant 18 ans. Et qui a même dit que si j'étais dans cette rébellion, ça n'allait pas fonctionner comme vous voyez cela. Les choses iraient plus vite. Ah, voilà. Parce qu'il connaît d'abord tous ces terrains-là. Il a fait la guerre. Et je crois qu'on peut lui accorder crédit à ces propos-là. Bien sûr. Donc moi, je pense que Vital Caméré, il doit prendre son temps d'observer, de fonctionner comme un parti qui n'a rien à voir avec l'opposition jusqu'en 2028. Parce que c'est là que donc vous voulez dire qu'il serait mieux pour lui de se décider en 2028? Mais l'Union sacrée n'est que basée sur l'hypocrisie. Regardez un membre de l'Union sacrée, Steve Mbikaï, qui passe sur les plateaux de la télévision pour affirmer ou sinon dévoiler que non. Moi, j'ai été appelé par lui-même, le président de la République, qui me garantissait que tu es sur la liste, sur les ordonnances. Mais au final, j'ai suivi, mon nom n'y est pas. Et là, il saute pour diaboliser l'entourage du président de la République. Et jamais le président. Mais en 2028, il vous dira que c'est lui le président qui a fait ça. Vous voyez, donc cette hypocrisie. Et au lendemain du congrès, il fait une critique comme quoi il y a un désordre absolu. Voilà, donc il vous dit encore que le gouvernement de l'Union sacrée a échoué. Oui. Et quand on lui pose la question, maintenant, Félix Tshisekedi a quel bilan si son gouvernement a échoué? Oh non, pas lui, c'est le gouvernement.
C'est de l'hypocrisie qui fait fonctionner l'Union sacrée. Félix Tshisekedi, il sait comprendre que tout ce qui se fait... Est-ce qu'il ne tombe pas par moment dans les traquenards de ses partenaires, de ceux qui lui soufflent à l'oreille? Si, souvent, oui, parce qu'on sait voir les actes qu'il pose, et bien que lui se justifie autrement, mais nous nous en tenons aux faits. Les faits, par exemple, le cas qui est sur la table ici, mais il avait toutes les manettes de stopper. Parce que si jamais, je ne pense pas qu'il y aurait eu une plénière au cours de laquelle il y aurait confrontation. Parce que la confrontation entre les pétitionnaires et Vital Kamerhe s'est passée dans la commission. Mais la commission a eu tous les éléments de la défense. Et vous savez, quand les députés parlent d'opacité, quelqu'un me disait, un député de surcroît, non, il doit justifier comment il gère les fonds invisibles. Mais écoutez, je lui ai dit ceci. D'abord, cette histoire-là de fonds secrets, les invisibles, ça vient de la Belgique. En 1960, le Parlement belge avait voté pour la toute première fois un budget de 7 millions de dollars à l'époque, avec pour objectif acheter tous les mécontents de Patrice Lumumba pour essayer de facilement atteindre Lumumba. C'est comme ça qu'on a acheté les Kalonji Tonga, Mobutu et les autres. Et nous avons gardé cette pratique-là sous Mobutu parce que ça permettait d'acheter les opposants. Alors, cet argent-là ne peut pas être comptabilisé parce que l'objectif, je peux dire, permettez le terme, ce sont des missions sales. Corrompre, c'est sale. Alors, comment vous allez comptabiliser l'argent qui est mis à la disposition d'un président de l'Assemblée nationale pour faire les sales boulots? Pour faire les sales boulots. Il n'y a pas de rapport. Donc, vous comprendrez que c'est effectivement, il était temps pour eux de stopper Vital Kamerhe en vertu, au regard de 2028. Parce que si on lui colle un truc, on le salit davantage, on l'amoindrit. 2028, il va encore se sentir... Donc on va les laisser s'autodétruire. Mais oui, peut-être par un procès, parce qu'on parle aussi des fonds qui seraient détournés. On parle de 40 millions, 100 millions. À l'époque, il était ministre de l'économie. Toute cette fixation sur Vital Kamerhe en ce moment, pourquoi? Il serait justifié par quel argument ou par quelle raison? C'était juste... lui dire que si vous ne voulez pas, si vous voulez aller en bras de fer, on va vous coller des dossiers jusqu'à ce que vous allez vous retrouver en prison. Et lui ayant compris, c'est pourquoi vous avez raison. Alors il a donc bien fait de pas le jusqu'au bout pour ne pas embarrasser les chefs de l'État. Au bout, ça veut dire quoi? Si au moins il avait démissionné avant la confrontation au sein de la commission, là, j'aurais compris qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais le lieu où il devrait y avoir bataille d'arguments, c'est c'est la commission. Okay. Mais la commission est passée outre les versions ou les rapports officiels de gestion de Vital Kamerhe. Mais alors, vous voulez qu'il devrait... La plénière, ce n'était que pour organiser le vote. Les débats puis le vote. Mais le débat n'allait pas être au même titre que ce qui s'est passé dans la commission. Mais si l'UDPS veut amoindrir Kamerhe en raison qu'il est potentiel candidat, alors l'UDPS a des ambitions pour 2028 et la question qui se pose, c'est autour de qui? Avec qui? Mais parce que vous regardez au sein du parti, déjà il n'arrive pas à se tenir. Mais Elie, très vite, il faut relever aussi ce que disent les députés. On a diminué nos avantages, ainsi de suite. Et c'était la politique de Félix Tshisekedi. Bien sûr. La diminution du train de vie des institutions. Alors, ce n'était pas Kamerhe qui décidait. Et même surtout, quand on leur a rajouté encore les 5 000 $, ce n'est pas la décision de Vital Kamerhe. Ce n'est pas lui qui décide. C'est le président de la République. Et toutes les institutions expliquaient que voilà, on a réduit les trains de vie pour les efforts de guerre. Mais alors, pourquoi lui, l'auteur de la vision, n'a pas eu la volonté de dire à ses ouailles que non, mais écoutez, vous vous opposez alors à ma vision. Lui n'a fait que matérialiser ma vision. C'est moi l'ordonnateur, c'est moi le patron. Alors, le peuple est en train de nous condamner de consommer tout ce qui vient, ne serait-ce qu'en termes de fonctionnement de nos institutions. Mais vous vous opposez à lui, pourquoi vous l'attaquez? Oui, à un moment, on parlera du budget pour l'exercice 2028, dont le chiffre réel ne sont pas rendus publics. Pourquoi? Alors que
la gestion des finances publiques doit être connue et pour une meilleure gestion ou pour une gestion orthodoxe. Les départs ou la démission de Vital Kamerhe soulève une question capitale en rapport avec la complexité des alliances politiques fragiles dans le paysage politique congolais. On assiste beaucoup plus à des alliances fragiles et à des revirements spectaculaires. Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui à Vital Kamerhe, depuis lorsqu'on scrute aussi de près la politique du président Félix Tshisekedi, peut-on s'accorder à donner raison à ceux qui pensent que le président ne tient pas sa parole, n'est pas tenu au respect de ses engagements? Kabila en a payé, Beya en a payé le prix. Aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe qui a payé les prix. Hier, c'était Mutamba aussi qui en a payé les prix. Qu'est-ce qui justifie tout cela? Est-ce qu'aujourd'hui, Kamerhe, quand il se regarde dans le miroir, il peut, par un moment, essayer de donner raison à Kabila? Je crois que je dirais oui et non, parce que moi, ce qui m'intéresse, je vais au-delà de ce qui se passe aujourd'hui autour de la personne de Vital Kamerhe. J'ai comme l'impression que notre classe politique n'a rien maîtrisé ou n'a rien appris de l'histoire politique de ce pays. Yes. Kasavubu, du fait d'avoir eu peur de la popularité de Moïse Tshombe, il n'a pas voulu organiser les élections. Et Mobutu l'a attendu au tournant. Fin de 1965, le mandat constitutionnel de Kasavubu prend fin, mais il n'y a pas élection. Et c'est Marie Bomboko Justin qui souffle à l'oreille de Mobutu. Parce que c'est celui-là même qui avait mis Mobutu au contact de la CIA, par l'entremise du chef d'antenne de la CIA qui était ici. Parce que Bomboko, étant le tout premier ministre des Affaires étrangères de ce pays, il avait le contact avec l'extérieur. C'est Bomboko qui dira à Mobutu de prendre le pouvoir parce qu'il n'y a pas élection. Et Kasavubu a été déchu par un communiqué du haut commandement pendant qu'il se lavait, s'apprêtait pour aller au bureau. Ça passe à la radio, à la télé. Sa femme ou sa fille lui dira, mais toi tu veux aller où? Je vais au boulot. Quel boulot? Mais tu es déchu. Mais toi là, ça passe en boucle. Vous voyez? Deuxième élément. Donc, Eli a bien raison de craindre. J'en viens. De retour militaire. Mobutu, qui se fait très grand. Jusqu'à se taper même, au-delà de 5 ans, ça devenait des septennats, c'est-à-dire 7 ans. Mais il se retrouve fin septennat du social le 4 décembre 1990. Il n'y a pas d'élection. Ngouzaka, le premier ministre, dit, mais à qui la faute? On tombe dans ce que tu as dit, la controverse nationale. Il n'y a plus de président. Etienne Tshisekedi dit, n'obéissez plus à lui, il n'est plus président. Et c'est cette controverse qui nous prend 7 ans et on voit l'AFDEL entrer. Vous voyez, Laurent Désiré n'a pas eu le temps d'asseoir les choses parce qu'il n'y avait pas de constitution. Joseph Kabila arrive. Quand il consomme ses 2 mandats constitutionnels, il a été aussi hanté par ces velléités-là de prolonger. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. On a eu des morts pour rien et finalement, il s'en va. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui commence par décider de respecter la Constitution et finalement, ces mêmes démons-là de se prolonger à la tête du pays commencent à le hanter. Et c'est ainsi que maintenant, ce scénario-là auquel fait allusion Christian, eh bien, nous allons tous vivre cette histoire-là. 2028, il tombe maintenant, on lui dit, voilà, tu n'es plus légitime. Moi, je parlais plutôt de relations, des alliances fragiles. Mais c'est ça, ces alliances ici. Mais ces on accuse le président de ne pas respecter les engagements avec Kabila, avec François Beya, aujourd'hui avec Kamerhe. Bon, effectivement, ça va lui coller à la peau parce qu'il y a lieu de s'inquiéter. Ouais. Est-ce que c'est tous tes alliés qui sont mauvais ou finalement c'est toi aussi? Parce que où en sommes-nous avec le procès François Beya? Il est acquitté. Et maintenant, l'unique histoire qui reste dedans, c'est quoi? François Beya avait évoqué que le président mangeait beaucoup de foufou. C'est ce qui nous reste de cette histoire-là. Parce que le coup d'État, ça revient à quoi? Un seul individu de surcroît civil,
il peut s'hasarder à faire un coup d'État? Pas du tout. C'est impossible. Excusez-moi. Maintenant, quand on fait tout ça, est-ce qu'on a l'impression ou est-ce qu'on a les... Quelle est la responsabilité qui est la nôtre? Puisque tout ce que nous faisons, ça ne se limite pas qu'au Congo. À l'étranger, on nous suit. Est-ce qu'avec tout ça, on arrive à nous prendre au sérieux? Non, écoutez, dans cette même ordre d'idée-là, je voulais même évoquer ce que j'ai vu. Il y a une déclaration de l'abbé Kanda Blaise qui fait trop de bruit quand il dit « Laissez-nous, vous ne voulez pas le supporter, vous le haïssez parce qu'il n'est pas de chez vous. Alors laissez-nous le supporter parce qu'il est de chez nous. » Mais Blaise Kanda, ça c'est une bombe que vous laissez au bord de la route. Même un fou risque de l'exploser. Parce que ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi, qui ne sont pas de chez vous, Blaise Kanda, comment maintenant ils se sentiront? Bemba, qui est devenu pratiquement comme un féticheur avec le ruban rouge, au-delà de toute sa noblesse, comment il va se sentir? Liaou, qui a matérialisé la vision de Félix Tshisekedi pour moderniser la fonction publique, comment il va se sentir? Et au-delà de tout, même avec les pères de l'UDPS, pour que l'UDPS soit un parti véritablement national, il lui fallut, bien que noyau né au Kasaï, mais il lui fallut, on a vu, les grands Marcel Yaou, qui n'a pas soutenu son frère Mobutu, mais il a soutenu. On a vu au Katanga Kiba Samaliba, qui était les lions pratiquement du Katanga, soutenir. Je crois que c'est très dangereux, ce genre de langage. Et avec le cas actuel, l'unique qui a soutenu Félix Tshisekedi candidat, il est de chez vous, l'abbé Blaise. Aujourd'hui, on le broie. Alors, je pense que la sagesse voudrait que lui, il soit comme Paul. C'est un leader d'opinion. Hein, Paul disait, je peux faire ce que je voudrais faire. Ce n'est pas un péché. Mais comme ceux-là qui me regardent, au regard de la faiblesse de leur foi, ils risquent, eux, de s'emporter. D'où je m'interdis de le faire. Abbé Blaise Kanda n'a pas eu cette sagesse-là pour lancer ce qu'il a lancé là. C'est carrément du tribalisme et ce n'est pas une très bonne chose. Je crois que le président a tout intérêt de se positionner aussi pour éviter que ça lui colle à la peau, que tous ceux qui l'ont soutenu, il finit par les écarter d'une façon ou d'une autre. Ce ne sera pas une bonne chose. Même dans la sous-région, c'est lui-même qui est allé vers l'EAC. Nous autres, nous avions demandé qu'il n'y aille pas. Il est allé. Alors, qu'en est-il du capital confiance aujourd'hui au sein de la région des Grands Lacs ou encore non, ça ne passe pas, lui et tous ces gens-là. Ça ne passe pas. Le capital confiance et... L'Angolais était mal à l'aise quand le jour où il les attendait là-bas, sans rien lui dire. Il apprend aussi, comme nous tous, qu'ils sont déjà à Doha. Et tout cela fait que ses pairs dans la sous-région, finalement... On laissait tomber. On laissait tomber. Ils se disent toujours que, mais finalement, il a sa façon de faire. Donc, ça devient comme difficile de croire à sa parole. Donc, c'est à lui de faire en sorte qu'il ne prête pas flanc à ce genre d'affirmation ou sinon de critique. Si dialogue il y en aura dans ces pays, avec cette attitude, comment en tout cas évoluer. Allez, on va chuter. Chacun de vous prendra une minute pour conclure, malheureusement, faute de temps. Nous n'allons pas aborder la deuxième thématique, qui sera qu'on va prendre à Ramadan. Allez, je vous prie de suivre la démission de Vital Kamerhe dans la plénière d'hier, lundi. Et on va revenir là-dessus pour un commentaire. Honorables députés, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombreux de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si prêts à partager à son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche de la consolidation de la paix
ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour paternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorable député, estimés collègues. Elie Mondonga, un mot pour chuter. Kamere s'adresse à la jeunesse parlementaire dans son speech. Et il demande aux jeunes de travailler avec amour, abnégation pour le Congo. Et surtout de ne pas commettre les erreurs que leurs aînés ont commises. Et c'est un message d'adieu où il mettrait une croix à la carrière politique au Congo. C'est un message d'alerte. D'abord, ce message, moi, je le comprends sur deux niveaux. Le premier, pardon, il alerte sur le fait que l'UDPS, depuis un bon moment, laisse place à cette rumeur qui stipule qu'elle ne respecte pas sa parole dans toutes les conventions qui sont faites. Je crois que mon cher aîné a bien dressé le tableau. On peut partir des accords politiques qui ont été conclus. FCC cash, ça a été brisé de la manière qu'il a été. On va aller même dans la région sur la question sécuritaire. On sait ce qui s'est passé avec l'Angola, l'EAC et les autres. Et deuxièmement, il alerte tous les autres partenaires qui restent. Parce que si lui, qui a, comme il est dit lui-même, travaillé pour l'alternance pacifique, c'est à quoi beaucoup n'y ont pas cru, et qu'il était peut-être le seul aux côtés de Félix Tshisekedi à l'époque. Aujourd'hui, les vidéos sont sorties où les témoignages de soutien mutuel sont faits. Combien plus forte raison les autres qui ont rejoint la baraque au simple nom des calculs politiques. Donc, il alerte toute la classe politique autour des méthodes des gangs qui s'installent aujourd'hui dans la scène politique. Et ça, c'est Est-ce que vous n'êtes pas fort dans vos termes? Non, je ne suis pas fort dans mes termes. Parce que vous avez cité des noms. De ceux qui en ont fait les frais. On voit tous sur les réseaux sociaux. Hier, quand Martin Fayulu n'est pas d'accord avec les présidents de la République, c'est un Burundais, on lui accorde toutes les nationalités. Demain, quand il va rencontrer les présidents qui créent les camps de la patrie, on le lave de toutes les saletés qu'on lui a couvertes. Donc, je ne suis pas en train d'exagérer, c'est des méthodes que nous vivons. Rajouter à cela cette propension un peu au clanisme, à l'appartenance tribale ou provinciale, c'est des méthodes des gangs. Et deuxièmement, il dit quelque chose qui me plaît énormément, qui est un message d'alerte quand il parle à la jeunesse. Il appelle la jeunesse à vivre pour l'histoire. Voilà, ça aussi je voulais la jeunesse à vivre pour l'histoire, qu'est-ce que c'est? Et il recommande à la jeunesse de ne pas faire les erreurs que vous faites. Quelles sont les erreurs de cette génération? Parce qu'il faut savoir. Non, je voudrais d'abord que nous puissions nous appesantir sur vivre pour l'histoire. Vivre pour l'histoire. Est-ce que Kamere a vécu pour l'histoire? Est-ce que sa démission qui le rend aujourd'hui, c'est pour l'histoire? Ses positions, est-ce que c'était pour l'histoire? Et comment a été notre histoire jalonnée d'embûches et d'épines? Aujourd'hui, comment nous entrevoyons, nous comprenons l'histoire d'hier pour mieux préparer l'avenir? Je ne saurais faire l'économie de la carrière de Kamere et poser un jugement moral et des valeurs avec le temps qui m'est donné. Mais je te demanderais peut-être d'avoir cette initiative-là, de permettre, parce que c'est aussi le travail de la presse, de scruter la vue publique, de nous permettre de revenir pour voir, peut-être pas de manière personnelle, mais de manière générationnelle, est-ce que cette génération a vécu pour l'histoire? Mais je vais vous donner une réponse économique. Cette génération, en fait, ce que dit Kamere, c'est que quand on vit pour l'histoire, on doit vivre avec une mémoire longue. Un peu comme disait cher aîné, que depuis 60, la classe politique est traversée par le même esprit. En 60, on a eu l'esprit du tribalisme qui a créé les deux courants, les unitaristes et les fédéralismes. Il n'était pas profondément idéologique, mais qui était en fait des sensibilités simplement ethniques. Parce que
Kasavubu ne comprenait pas la nécessité d'avoir un Congo unitariste, alors que lui, il est profondément Mukongo, et que Lumumba, du fait d'être au centre, et qu'il est un peu dans toutes les ethnies, ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on doit être essentiellement Mukongo au lieu d'être unitariste. Et on vient en 60 avec l'esprit du Djalelo, c'est-à-dire le djalélisme. Mobutu a dit, bon, ok, pour clore ces débats-là, je dois réunir tout le monde autour de moi. C'est-à-dire, en même temps, c'est-à-dire la personne de Mobutu doit étouffer les fédéralistes, parce que Mobutu était un unitariste, du fait que c'était un gars là et tout ça. Il fait l'erreur, au lieu d'avoir une idéologie, il réunit les gens autour de lui. Et quand Tshisekedi, je chute vraiment par là, quand Tshisekedi vient avec l'arrivée de la démocratie pour combattre la dictature, il ne combat pas la dictature sur le plan idéologique. Il combat la dictature sur le plan de la méthode de Mobutu. Ça veut dire qu'il combat les Djalelo. Et les Djalelo de 32 ans ne peuvent être combattus que par le radicalisme. Et il nous introduit dans une démocratie avec les partis politiques de deux pôles. Ça veut dire ceux qui sont dans les Djalelo, qui maintiennent le Mobutisme, et ceux qui sont dans le radicalisme, qui veut dire que quand on est dans la majorité, on dit oui à tout. Quand on est dans l'opposition, on dit non à tout. Or, la structure de partis politiques doit fonctionner dans la nuance. Et nous avons manqué la nuance. Et quand vous manquez la nuance, vous n'avez plus la mémoire longue. Vous répétez les mêmes erreurs. Rendez-vous compte qu'on a passé, depuis Sun City jusqu'à aujourd'hui, on a passé du temps à répéter les mêmes erreurs. Et moi, je comprends les discours de Vital Kamerhe dans ce sens-là. J'en fais mien pour appeler la jeunesse. Et la plus grosse erreur qu'on a commise, c'est dans quel secteur? Donc, en fait, le pays n'a pas évolué. Je vous donne un indicateur. Je prends la génération de Kamerhe et tous les autres, Fayulu, Delis et Sanga. Ils rentrent en politique avec la crise de 1997. D'accord? D'abord, les autres viennent un peu avant, avec la conférence nationale souveraine, qui n'a pas marché. Ensuite, l'acte qui les a vraiment introduits en politique, c'est Sun City. Aujourd'hui, qu'ils sont en train de partir, ils laissent les pays dans quel état? Dans le même état dans lequel ils avaient trouvé. Ça veut dire qu'on a fait 30 ans de surplace. Est-ce qu'ils sont en train réellement de partir ou ils sont encore là? Non, ils sont en train de partir parce que même si on ne prend pas, même l'âge. On a vu les Mbosso tenir jusqu'à. Oui, mais d'ici 10 ans, d'ici 10, 15 ans, Kamerhe aura quel âge? Il aura quelle efficacité politique? Parce qu'on parle beaucoup de Mbosso aujourd'hui, mais Mbosso a quelle efficacité politique? Peut-être ça reste qu'une personnalité autour de lui, et un peu quelques polémiques et tout ça. Mais juste pour dire que. Parce que vous serez d'accord avec moi. L'âge, c'est un facteur important et il y a des types d'intelligence, l'intelligence cristallisée et l'intelligence fluide. Mais quand même, on prend de l'âge, il y a l'intelligence cristallisée je suis d'accord. Qui sera bien au rendez-vous. Mon propos n'est pas à ce niveau-là. Mais moi, je voulais juste vous faire remarquer que 30 ans plus tard, on est revenu à la case départ. Malheureusement, ils sont des acteurs principaux dans cette crise. Mais prenez la crise d'aujourd'hui, okay? La rébellion qu'il y a aujourd'hui. Prenez la rébellion de 98. Il y a énormément de ressemblances. C'est la même chose. Beaucoup de similitudes. Prenez la rébellion de 98-97, c'est beaucoup de similitudes. Merci. Et ils sont rentrés en politique pour résoudre ces problèmes-là. La Constitution les dit clairement. On résout des problèmes. La question de la légitimité, la question de la prise répétée de crise au pouvoir. Mais aujourd'hui, 30 ans après, ils sont au cœur d'une crise qui les a vus entrer en politique. Ça veut dire qu'on a fait 30 ans de surplace. Et quand Kamerhe le dit, je crois que c'est avec toute la conscience historique qu'il appelle la jeunesse à vivre pour l'histoire. Vivre pour l'histoire veut dire aujourd'hui ou demain, quand ces jeunes-là vont devenir des acteurs principaux, il faut qu'ils sachent où le Congo doit aller, poser le bon diagnostic du problème congolais, comme disait mon cher aîné, et éviter que nous soyons hantés par le même démon. Merci. Finalement, on fait du surplace et vous allez vous rendre compte qu'on paye les prix les plus chers, surtout à l'international, parce que plus personne ne sait nous prendre au sérieux. Regardez la gestion de la crise, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Quand on a été voir Washington a ramené Kigali, parce que de notre côté, il n'y a aucun sérieux. Merci beaucoup. Envie de rester
des heures et des heures à vous entendre parler. Mais la télé, c'est tellement que c'est ce qui lance. C'est beau. Merci. Merci d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Et le discours de Vital Kamerhe est certainement fait à date. C'est un discours historique. Je suis d'accord. Et quand il s'adresse à la jeunesse ou quand il parle vivre pour l'histoire. Allez, ensuite avec vous. Le procureur. C'est le procureur de l'émission. Allez, vivre pour l'histoire. Selon vous, quel est le sens que vous donnez à cette chute ou à cette conclusion? Quel retiendra l'histoire du rôle qu'aura joué Kamerhe, par exemple? Je crois que c'est une grande philosophie, vivre pour l'histoire, je prends ça comme ça. Mais malheureusement, cette classe politique n'a pas vécu pour l'histoire. Vivre pour l'histoire, c'est quand vous vivez pour l'autre. L'autre, ça signifie, vous les dirigeants, vous vivez, vous fonctionnez, vous posez des gestes au bénéfice des populations. Mais le même Kamerhe avait dit, c'est à nous la faute, les politiciens, nous avons cherché le tout pour nous-mêmes. Donc, ils n'ont pas vécu pour l'histoire. Ils ont été tous mal éduqués à partir de Mobutu et ses amis. Mobutu n'a pas amené les gens à vivre pour le pays, mais c'était pour lui, souvenez-vous. Quand Etienne Tshisekedi annonce ce principe-là dans le MPR, Olinga Olingate, vous en avez un père. On est né déjà MPR, un bébé qui naît. Pourquoi vous faites de lui déjà membre du MPR? Donc, c'est un autre terme, un bébé qui naît, vous le faites baptiser automatiquement. Au nom qu'il est membre du MPR. Vous comprenez? Au nom du MPR. Et cette mentalité-là a envoûté traverser les âges. Les âges. Et cette classe politique ici date du MPR. Ils ne se sont pas débarrassés de cette mauvaise mentalité. Regardez par exemple, vous avez Lisanga Bonganga. Dans un laps de temps, sous ce même mandat ici, on veut m'arrêter à cause de mon soutien indéfectible au président élu Martin Fayoulou. Et puis il change. Il crée une structure, les amis de Félix Antoine Tshisekedi. Et plus tard, comment ils arrivent en politique, plus tard, ils ne trouvent pas gain de cause. Ils créent encore une autre structure, les amis d'Etienne Tshisekedi. Il devient Arafat. Il crée un truc, Arafat, les amis d'Etienne Tshisekedi. Donc, vous comprenez leur mentalité. Ils n'ont pas vécu pour l'histoire. C'est-à-dire tous les actes qu'ils ont posés. Ils ont tellement été égoïstes qu'ils passeront avec eux-mêmes. Est-ce que vivre pour l'histoire, c'est pas aussi savoir dans des moments pareils, par exemple, se mettre au-dessus de la mêlée et privilégier l'intérêt de l'État par être la concorde nationale, la cohésion et non de la chasse aux sorcières, selon mon entendement. Mais c'est tout ça le problème. Ils sont allés tous pour vivre pour eux-mêmes et non pour l'histoire de ce pays. Parce que regardez curieusement, Félix Tshisekedi qui dit que je suis né dans la moule de la démocratie. Et puis un jour, il nous surprend en disant que qui peut m'empêcher, moi, de changer la Constitution? Mais cette Constitution ne te donne pas les prérogatives. C'est-à-dire, dès que vous sortez de l'intérêt supérieur de la nation, du peuple congolais, vous ne vivez plus pour l'histoire. Lumumba, s'il a vécu pour l'histoire, c'est parce que Lumumba, c'était lui la deuxième volonté du vivre ensemble après Léopold II, malgré qu'il nous a coupé les bras. Mais il croyait que ce peuple doit vivre ensemble. C'est de là que Mobutu a pris cette idée, mais malheureusement, et non pas pour l'intérêt de la communauté, ça devenait pour son intérêt. Soyez tous les enfants de Tatabo, Mamabo. Mobutu a tout pris de Lumumba, mais il a mal orienté, il s'est fait maintenant, il a développé l'égocentrisme autour de lui. Le chef est sacré, d'accord, mais... Non, on dit c'est lui le symbole de l'unité nationale. Est-ce que c'est tout à fait. Le symbole, oui. C'est là cette conception est venue? Le symbole ne signifie pas que personne ne peut réfléchir contrairement à vous. Mobutu le dit même. Je n'ai pas besoin de l'opposition, mais seulement de la juxtaposition. Prenez vos idées, vous venez les ajouter sur les miennes. Or, ce n'était pas ça, le vivre pour l'histoire. Vous vivez pour vous-même et vous serez jeté dans la poubelle. Donc la jeunesse n'a pas jusque-là grand-chose à copier de toute cette classe. Ce discours ici, cette lucidité, Vital Kamerhe l'aurait emprunté
Mais cette jeunesse dont parle Kamer et à laquelle il fait part belle, elle n'est pas aussi préparée. On en parlera certainement peut-être dans une émission plus élaborée. C'est comme ça que moi je suis depuis un moment pessimiste parce que je ne vois pas. Je vais vous donner un autre élément. On est à la fin. Non, mais en 30 secondes, c'est que vous allez vous rendre compte aussi que à chaque fois qu'il y a une charnière générationnelle en politique, nous sommes toujours en crise. Ça veut dire que quand vous prenez 65, Mobutu vient avec la génération Liaou Tshisekedi, on était en crise. Ils viennent résoudre une crise. Donc on est toujours dans une gestion de pompiers. Quand vous prenez la conférence nationale souveraine qui introduit une autre génération en politique, encore une fois, c'était une crise. Et cette fois-ci, nous sommes aussi en crise. Et moi, je ne crois pas à la gestion du pompier pour construire la République. Et c'est ça les dangers de cette jeunesse. Mais bon, on les appelle à se surpasser. Espérons que voilà, merci le pays beaucoup. tiendra. Merci à Richie Malanga. Je vous en prie. D'être passé. Merci à vous, Eli Mondonga, responsable de Eco TV sur YouTube. Merci vous beaucoup. Pouvez y aller et vérifier les contenus qui sont diffusés. Eh bien, c'est des contenus de haut niveau, des contenus qui révolutionnent la vie, même la pensée publique. Allez, merci quant à moi, je vous retrouve un peu plus tard avec la même dose de plaisir. Allez, bonsoir et bon après-midi.